Épisode 275, nous sommes le 15 octobre, soit 3 jours après l'Apple Event dont on ne parlera pas, d'autres l'ayant largement fait avant nous, et on ne sait pas trop quoi ajouter à ce qui a déjà été dit. Au sommaire, cette semaine, un double chapitre consacré au Raspberry Pi, SpaceX et son service de livraison, la semaine européenne du code, Mozilla qui licencie, des nouvelles du CES 2021 entièrement numériques, et en fin d'épisode, une info qui fait pleurer, et oui. N'hésitez pas à réagir, à partager ou à commenter cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Bonne écoute. Épisode 275, un petit peu sans filet. J'ai envie de dire que voilà, c'est un numéro un petit peu risqué. Ceux qui nous ont suivis la semaine passée avaient vu sans doute, ou s'étaient rendu compte en écoutant l'épisode jusqu'au bout qu'on avait rajouté une petite couche particulière en étant en direct sur Twitch pour l'enregistrement de l'épisode précédent. Si vous êtes en train de nous écouter sur Twitch, alors vous devez vraiment être très au fait de ce que nous faisons. Hein. C'est pas évident. Donc si vous nous écoutez, sachez qu'il n'y aura pas d'interactivité. Voilà, autant vous le dire tout de suite. En tout cas, pas sur cet épisode-ci. Nous avons des chroniqueurs avec nous, ils sont au nombre de 2 comme à chaque fois. J'ai d'un côté Aurélien et de l'autre côté nous avons notre ami suisse Thierry. Aurélien qui est en France, Thierry qui est en Suisse, ça vous l'avez noté. Vous allez bien tous les deux ? Super bien. Très bien. Ben voilà, et on va donc passer un petit peu de temps ensemble. On a pas mal de news dans le paquet, hein. On va dire ça comme ça. Il y a pas mal de choses à dire, même si, comme je l'ai dit en introduction, nous ne parlerons pas des produits Apple. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. On n'a pas envie d'en parler, donc on n'en parlera pas. Et comme je le disais, il y a déjà beaucoup de monde qui en parle à gauche et à droite. Donc voilà, on leur laisse volontiers ce sujet-là. Nous, on en a d'autres. Je le rappelle, hein, ce sont nos chroniqueurs qui décident de quoi nous parlons dans chaque épisode. C'est leur veille qui définit la ligne éditoriale de chaque épisode. Thierry. La literie ? Est-ce que les chroniqueurs peuvent choisir le numéro de l'épisode? Parce que tu as dit 275, je sais qu'en Suisse on a aussi le droit de dire 275 ou 274. Oui, 275. là c'est marqué 274 parce que je me rends compte que je n'ai pas chargé la bonne conduite. Donc voilà, ça c'est un petit peu embêtant. Je vais essayer de faire 2 choses en même temps, c'est-à-dire vous lire la liste de ceux qui nous ont laissé des messages. Parce que je peux saluer Ouzim qui nous rejoint déjà sur Twitch. Donc il y a pas d'interaction normalement sur Twitch, mais voilà, il y a déjà du monde sur Twitch. Je me suis promis de faire un peu de ramdam pour vous dire qu'on est des punks, et donc cet épisode est enregistré et en même temps en live sur Twitch. Donc salut à toi, puis faites péter les commentaires. Ça va nous faire plaisir. Si j'y arrive, hein, parce que c'est pas évident. Je suis en train de chercher l'endroit où je dois aller redéposer ma conduite pour essayer d'y arriver. Un petit signal. Est-ce que ça a changé ? Oui, voilà, 275. Donc oui, c'est que on est arrivé. J'y suis arrivé. Donc on salue JVG William qui m'avait laissé une phrase que j'ai prononcée dans l'épisode précédent. Il m'avait demandé simplement de placer quelque part le monde de oui. C'était ça la phrase à retrouver. Et certains l'ont noté d'ailleurs. JVG, je le disais, il y a Christophe Z, pourquoi Christopher, Pierre Laure, Chiki Boy, il y a également Luc Loyau, Éric Bourdin, Tuxcaster, Éric Andelin, Bricolo et Mulot, Lydie Home Lingerie. C'est vrai. Diana, c'est le nom de la chaîne YouTube évidemment de Lydie et de son compagnon qui nous suivent depuis très longtemps maintenant. Diana, JF Didier, Brol Chose, ça sont des choses qui arrivent. Nicolas Duclos, Mario Romalo, Engris Boy, Monsieur Hook, il y a également Nicolas Saint-Lé, puis via notre site lestechno.be, Philippe nous a envoyé un long mail très sympa que nous avons lu et que j'ai partagé avec les chroniqueurs. Il y a également Arlok Saga qui nous a laissé un message ainsi que Primo. Et je l'avais pas signalé parce que ça fait un petit temps maintenant qu'il nous a laissé un message, parce que ça arrive aussi sur Apple Podcast Belgique. Et ça, il faut chercher, il faut bien chercher pour arriver à laisser un message. Merci à Fabrice Avry de nous avoir laissé un message cet été. J'ai un petit peu de retard dans mon courrier, comme vous pouvez le noter. Mais voilà, donc merci à vous tous. En tout cas, pour vos messages, les pouces vers le haut, évidemment, sur YouTube, ou les étoiles dans les applications de podcast. Et maintenant, également sur Twitch. Je ne sais pas comment vous pouvez nous supporter sur Twitch, mais faites-le. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit dans ces cas-là. Je peux lancer le premier jingle ou vous avez un truc à rajouter pour votre défense? On peut y aller. Ouais.
La lettre B comme bruit. Quand ton bureau te manque, Thierry, je sais de quoi il s'agit, certains de nos auditeurs sans doute aussi, mais ça m'a quand même à moitié fait rire et à moitié fait pleurer, j'ai presque envie de dire. Oui, bah, c'est le même sentiment que je partage avec toi, parce qu'effectivement, on va vous parler ici d'un service en ligne qui est doublé d'une application, je crois sur iOS en tout cas, qui va faire un truc. Alors la news pourrait être super courte, parce qu'en gros, eh bien si vous avez le blues du bureau, eh bien vous allez sur ce site où vous enclenchez cette application et boum, vous avez un environnement sonore de travail. Donc vous entendez, vous pouvez régler, hein, il y a plusieurs niveaux, on peut régler l'intensité de certains bruits. Donc c'est un mélange de petits brouhahas, de téléphones, de bruits un peu parasites qu'on aurait normalement quand on est à plusieurs dans un bureau. Il y a un des choix qui m'a un petit peu étonné, c'est le Kling ou le Klong, vous choisissez hein, la version que vous voulez, pour la petite cloche de méditation. Donc on peut la faire arriver toutes les heures pour faire un si vous voulez. Ah oui, voilà. C'est ça, oui. Ouais. Donc c'est assez triste, je te rejoins Marc, de se retrouver à avoir une app pour nous remettre dans le contexte du bureau, nous, vous, certains d'entre vous, travaillons à distance, à la maison ou dans d'autres espaces de travail, loin du bureau. Donc c'est un peu spécial, je sais pas quoi penser. Pas besoin de passer 15 heures là-dessus, allez faire un tour. Ça s'appelle Calm Office, voilà. Donc si vous n'arrivez pas à travailler parce qu'il vous manque cet environnement sonore, et bien voilà. On pourrait dire Sony l'a fait, mais non, c'est pas Sony, c'est une initiative tout autre pour vous replonger dans ce brouhaha professionnel. Voilà. Et c'est vrai que je voyais des commentaires ça et là sur les réseaux sociaux, sur Twitter en particulier, de gens qui disaient mais c'est quand même triste parce que justement en étant télétravail, on peut se choisir son environnement sonore sans embêter ses collègues de travail. Si on a envie d'écouter du heavy metal pendant qu'on travaille par exemple ou de la musique classique, autant en profiter et reproduire le son du bureau ou quelque chose qui s'en approche. Ça c'est quand même un petit peu triste de voir en arriver là. C'est une espèce d'addiction au bruit qui est difficilement compréhensible. Je sais pas ce qu'en pense Aurélien de son côté. Tu travailles dans le bruit, toi, Aurélien? T'as besoin du bruit autour de toi pour travailler? Non, moi je suis absolument pas fan du travail avec la musique, c'est pas mon truc. Par contre, c'est curieux parce que ma femme, par contre, est complètement dans le domaine, puisque elle valide elle est acousticienne et elle valide notamment les call centers, tout ce qui est enceinte où il y a beaucoup de gens au téléphone, où il y a beaucoup ce genre de choses, et elle préconise les types de plafonds, les types de séparation et tout ça. Les absorbants mais acoustiques. C'est vrai, voilà, exactement. Et c'est vrai que bon, news un peu spéciale, hein. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est pas que la news, c'est le sujet lui-même qui est spécial. Hein. mynoise.net, hein, c'est le nom du site. Je sais pas si tu l'avais dit, Thierry, mais enfin autant le rappeler. Ça pose des questions. Bah, tu communiqueras, tiens, à ton épouse l'adresse web, tu lui demanderas ce qu'elle en pense. Elle qui effectivement fait en sorte, en tout cas, essaye d'améliorer l'environnement sonore des gens en milieu professionnel, que ce soit des bureaux ou des usines d'ailleurs, parce que c'est important aussi de le faire dans ces cadres-là. Est-ce qu'on a un truc à rajouter sur le sujet ou pas, Thierry? Je pense pas. Non, je crois pas. je crois pas non plus. Donc on peut attaquer le sujet suivant. Sujet suivant, CES, pas C. Qu'est-ce que je raconte? CES, quand on se réinvente côté Event Tech, c'est un sujet qui te touche particulièrement, Thierry, il faut bien le dire, puisque tous les ans, depuis quelques années maintenant, tu te rends à Las Vegas au CES qui n'aura pas lieu en présentiel cette année. On a déjà eu l'occasion d'en parler ici. Tu as eu l'occasion d'en parler avec des collègues et tu vas nous en dire plus maintenant. Oui, et je profite de vite saluer et remercier Snoozim qui dit qu'effectivement, il n'est pas fan pour sa part de l'application qu'on vient de parler. Comme quoi, l'interactivité dans un podcast lui-même transmis en live, ça peut fonctionner. Voilà, c'était pour faire mon intéressant. Alors, j'ai invité mon ami Bruno et mon ami Laurent. Tous deux sont mes collègues avec qui on part chaque année en janvier pour aller à la grande messe du CES, le Consumer Electronics Show,
qui a annoncé, hein, je vous l'avais dit dans un autre épisode, que voilà, ça y est, ça n'aura pas lieu en présentiel, ça va pas attirer un grand raouf physique, mais tout se fera en ligne. Et puis, indépendamment de ça, chaque année, à peu près à cette période, là maintenant, à l'aube de l'automne, il y a ce qu'on appelle le CES Unveiled. Alors, il y en a un à Paris, il y en a un en Hollande. Je souhaite après que d'autres pays suivent aussi cette tendance. C'est un peu l'avant-salon pour un petit peu titiller, pour parler de trends, de nouveautés, de choses qu'on va découvrir en janvier. Sachant que ça n'aura pas lieu en présentiel, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le CES Unveiled. Alors là, ils ont réuni la Hollande et la France pour 3 heures de live qui se sont tenues cet après-midi même, pour un petit peu nous mettre l'eau à la bouche. Et je suis allé poser la question à Bruno, à Laurent, qu'est-ce qu'ils pensaient de tout ça. Je vous ai ramené un magnéto. Bonjour Bruno, bonjour Laurent, merci pour l'invitation. Donc on a fait les présentations et c'est l'occasion pour nous trois de parler du CES Unveiled. Alors Bruno, peut-être déjà pour ouvrir le bal, CES qui se met à être numérisé, t'en penses quoi? J'en pense que déjà ça va être plus court parce que j'ai vu au niveau du planning, ils annoncent une journée média, 2 jours où il va y avoir le show floor, donc les présentations des produits, et puis une autre journée conférence. Et donc ça se raccourcit quand même pas mal. On aurait pensé qu'en étant digital, ils étaient moins embêtés avec les locations des locaux, mais non, bon, ça se fait quand même assez court. On n'a pas encore les détails de comment ça se passe exactement pour l'aspect des show floors. Bon, l'aspect média et tout ça, ça va être des conférences en ligne, hein, classique. Mais on attend encore par rapport aux inscriptions aux détails. Là, pour l'instant, on a eu que le unveil avec les tendances. C'est tout ce qu'on a pour l'instant. Alors justement, Laurent, le Unveiled, c'est l'occasion de sentir, de découvrir les tendances. Toi, tu es très attentif par rapport à ce que tu fais avec ta société. Est-ce qu'il y a eu un effet wow? Est-ce qu'il y en a eu d'autres pour les précédentes éditions? Est-ce que ce Unveiled sert à quelque chose? On va commencer avec un peu de vocabulaire. Le CES Unveiled, enfin, je sais pas, je suis allé regarder dans un dictionnaire. Unveiled, c'est quand on te dévoile des nouveaux trucs que tu sais pas. Unveiled, voilà. Eh bien, on nous a rien dévoilé aujourd'hui au CES Unveiled. D'habitude, c'est l'endroit où moi je vais pour rencontrer des startups un peu en avant-première, pour savoir qui vont être les nominés aux awards de l'innovation et qui va potentiellement remporter un prix. On le sait pas encore, mais on connaît déjà les nominés. C'est à ce moment-là, c'est pendant les Unveiled, celui d'Amsterdam et de Paris, qu'on nous dévoile tout ça. Alors là, pour cause de Covid, ils nous ont fusionné les 2 events, ils ont fait tout online. En fait, de Unveiled, on nous a rien dévoilé du tout. Quel est le sentiment général qui se dégage de cette première tentative de retransmission live, enfin de présentation? Une question pour vous tous les deux. Tu veux qu'on soit gentil ou qu'on dise la vérité? Oh non, on va parler franchement. On est entre nous. Franchement, oui. Disons que on a l'impression quand même que le CTA qui organise le CES, ils sont un petit peu à la bourre. Question technique pour se mettre un peu à la page justement de la technique, et que il y avait des trucs qui étaient un petit peu travers. Alors sur les speeches très commercial, très politique, ils y sont. Mais quand même, la vision globale que j'ai, moi, c'est qu'ils sont quand même assez bousculés dans leur organisation par rapport à la crise. D'ailleurs, tous les sujets qu'on a abordés, c'était principalement la crise. De toute façon, ça a un impact assez important sur les changements et sur la technologie. Et les trends sont liés directement à la crise aussi, de toute façon. Ouais. Laurent. Moi, je dirais que pour l'instant, oui, c'était peut-être un coup d'essai, mais il se cherche encore. On va dire 80% largement de l'event d'aujourd'hui, donc ce Unveiled qui n'en était pas un, était enregistré, donc un peu à la keynote Apple, quoi. On nous balance des vidéos, donc du coup le rythme est pas trop mal puisqu'il n'y a pas de temps mort, on voit pas trop de loupés, les gens cherchent pas leur texte. Ils ont fait des pauses. Hein. C'est pas parfait. Oui, il y avait des coupures, mais on va dire chaque séquence est rythmée et à un bon rythme, ça c'est pas mal. Mais à la fin, quand on te réserve les 5 ou 10 minutes de live,
Je ne sais pas, il faut demander peut-être à des gens qui font des podcasts. Je ne sais pas s'il y en a dans cet écran, Thierry. Je ne sais pas. Quand tu fais un podcast et que tu fais un moment live, ça sert à quoi? À de l'interaction peut-être? Des questions, des réponses, interagir avec les auditeurs, savoir un peu. Là, ils ont fait 5 ou 10 minutes de live pour bloquer et ne pas prendre de questions. Donc, en fait, ils auraient pu tout faire enregistrer. Ouais. Non, parce qu'attends, t'as vu qu'ils avaient fait une partie live, vraiment, là, à la fin? Oui, à la fin, prétendument. Bon, j'ai pas eu l'impression. J'ai l'impression que c'était aussi enregistré. Donc, j'ai pas vraiment eu le sentiment. Enfin bon. L'impression qui se dégage de ça, parce que c'est un peu comme une carte de visite à l'époque de Shapiro qui disait ça y est, on passe en live, enfin on passe en online et tout ça. Est-ce que le CES laisse sous-entendre qu'ils vont assurer, ou est-ce qu'il ne faut pas s'arrêter à cette première impression, ou est-ce que c'est d'office cuit parce que ça ne tient pas la route? Faut pas s'arrêter à la première impression non plus quand même, parce que le changement de mutation est quand même assez dur pour eux vu le poids de l'organisation. Quand on voit ce qui s'est passé à l'IFA, où ils ont fait quelque chose entre les deux, et que le système en ligne, c'était ça donnait pas envie, quoi, on dira. Le dire que dans quelle interface on se projette pour aller visiter les startups, d'aller visiter de l'innovation ou des exposants. Voilà, c'est surtout là-dessus qu'on va les attendre, parce que nous, on est assez habitués depuis pas mal d'années à arpenter les allées, et quand on se projette dans le plan, c'est pour aller dire on va se déplacer, on va aller voir du monde, et ça donne envie quand on le fait, cette organisation. Là, on est assez impatient, on attend de voir mais comment est-ce que ça va se passer. C'est surtout sur ce point-là, je pense que ça va le suspense. Ils maintiennent le suspense. Ouais, tu penses que c'est du suspense? Je pense plutôt que c'est juste de dire on n'est pas encore prêt, quoi. Ils sont pas Donc encore oui, prêts, ils ont encore des changements qu'il faut qu'ils adaptent, mais je pense que ils sont à la bourre, quoi. C'est surtout ça. On arrive bientôt au terme de cet entretien super intéressant. C'est un exercice de style que je vous ai demandé, c'est de faire effectivement une synthèse de tout ça, puisque c'était quasiment 3 heures de live, comme tu le dis Bruno, avec des pauses. Question pour toi Laurent, justement, vu qu'il n'y a pas de présentiel, il n'y a pas de stand physique, il n'y a pas de visite, de serrage de main, enfin bref, il n'y aura pas notre voyage habituel possible. Comment toi tu appréhendes la découverte de nouvelles technologies, de produits que tu as l'habitude d'aller dénicher là-bas pour les proposer ici sur le marché suisse? Moi, je pense que il y aura quand même quelques nouveautés. Bon, ce qui est un peu sur ce Unveiled, le problème, c'est j'ai pas pu prendre la température puisqu'il y avait 0 start-up présentée. Les sociétés qui ont pris la parole, c'était Johnson & Johnson, Rabobank, il y avait TomTom. Que des petites startups et des PME, comme vous voyez. Donc voilà, j'ai pas eu d'échantillon sur ce qu'il y aurait en termes de petits et de nouveautés, mais je pense qu'il y aura. L'enjeu du CES, et c'était la conclusion du Unveiled, c'est Technology will lead the recovery. Donc ils font confiance au fait que c'est une période de crise, d'accord, mais là, on va sortir par le haut grâce aux technos. Et il faut qu'ils nous en fassent la démonstration avec des plateformes, avec de l'interaction, avec des choses qu'on n'a pas vues aujourd'hui, des choses qu'on n'a pas vues au moment de l'IFA non plus, où ils ont essayé de faire un show virtuel et c'était vraiment pas terrible. Il y a une belle carte à jouer pour devenir un événement online, on va dire sexy et performant, et puis qui donne envie aux gens de retourner au CES quand même en 2021. En 2022, pardon. 2022, ouais, 2022, on verra si effectivement, comme on le disait hors caméra, et on l'a dit à plusieurs reprises, peut-être que ça va être volontairement mauvais l'expérience en ligne pour nous inciter à venir physiquement à Las Vegas. Je sais pas si c'est vraiment. On verra. Qui va leur rendre service, quoi. Enfin bon, mais sinon les questions des trends qui sont quand même assez importantes. C'est vrai qu'il y a des chiffres qui sont livrés, qui sont assez surprenants sur l'évolution du e-commerce. On a pris un volume de 10 ans en 8 semaines. Donc, ça a vraiment été un bouleversement. Enfin bon, je suppose que c'est beaucoup des chiffres américains quand même. Bon, CTA, c'est américain. Télémédecine, ça a été 10 fois plus en 2 semaines. Le streaming vidéo, ça a été l'équivalent de cette année en 5 mois.
Et puis le remote learning, c'est 250 millions en 2 semaines. Alors, je sais pas exactement ce qu'ils veulent dire par 250 millions, parce que c'est student ou to online learning. Ouais, c'est la demande, l'augmentation de la demande en ligne. Donc ça a été un peu les informations qu'ils ont remontées au niveau statistique, mais c'est vrai qu'ils étaient, au niveau des trends, ils étaient vraiment principalement axés sur la mutation qu'il y a eu liée à la crise, et donc ça était vraiment principalement axé sur la crise, quoi. Bon, c'était bien parce qu'ils ont donné pas mal de retours au niveau de choses qui sont passées en Europe. Hein, on a vu la plateforme Doctolib être pris comme exemple. On a vu d'autres choses qui nous ont fait un peu sourire parce qu'ils ont pris aussi en exemple Stop Covid. Donc on a dit bon, ils ont peut-être pas compris comment ça s'est passé. Non, ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'ils ont dit c'est grâce à ça que la France contrôle le Covid mieux que les États-Unis grâce à l'application. Ouais, mais là ils ont vraiment pas compris, quoi. Il a dû parler trop à Cédric O, Shapiro et d'autres. C'est ça qu'on a oublié de dire, c'est aussi que Cédric O a intervenu. Bon, voilà. Bon, allez, on va se dire que on va dire comme à l'habitude, affaire à suivre, puisqu'effectivement, on va pas s'arrêter aux premières impressions, ni à la vidéo de Gary Shapiro qui annonçait que tout va partir sur l'online, ni à ces 3 heures de live, je mets des grosses guillemets, puisque vous l'aurez tous compris, il y avait de l'enregistrement, il y avait beaucoup de prompteurs ou bien de textes écrits juste à côté des caméras. On va croiser les doigts pour que l'expérience CES 2021 soit, comment dire, à la hauteur de ses promesses. Merci Bruno, conseiller numérique et surtout ami avec lequel chaque année on va au CES à Las Vegas. Et puis Laurent Aymar, qui lui est aux commandes de Red Dolphin, le spécialiste de tous ces produits qui nous ramènent ici sur le marché suisse et qui va faire ses emplettes d'habitude à Las Vegas et puis passer ces quelques jours à faire des kilomètres. Merci à vous deux et puis comme l'accoutumée, on se dit à très bientôt si c'est pas avant. Voilà pour cette interview. C'est la première fois qu'on fait ça chez les technos. Je vais rouvrir le micro de Thierry quand même pour qu'il puisse intervenir. C'est la première fois qu'on fait ça dans les technos. Si ça vous a plu, si ce type d'intervention externe, là pour le coup, c'est pas enregistré dans les conditions du direct, c'est un petit peu en avance. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On essayera d'en faire plus souvent. J'allais dire, Thierry, de désannoncer tes camarades, mais tu l'as fait dans la vidéo, donc il n'y a pas de nécessité de le rappeler. Malgré tout, voilà, les informations étaient tout à fait intéressantes et donc n'hésitez pas, de votre côté, chez vous, si vous avez des informations ou si vous avez envie de commenter cette actualité liée au CES, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Évidemment, on s'en fera l'écho éventuellement dans un prochain épisode, puisque cette actualité-là, on s'en rend bien compte, ça va durer jusqu'en janvier. Hein. C'est souvent comme ça en général. Code Week, on est toujours à la lettre C, c'est Aurélien qui nous parle de la semaine européenne du code. Aurélien, c'est quoi cette initiative? Ça sert à quoi? C'est fait pour quoi? C'est qui? C'est quoi? Eh bien, c'est la Commission européenne qui mène des actions pour tout le monde de 7 à 77 ans. C'est aussi bien destiné aux enfants, aux jeunes enfants qu'aux seniors, pour que ils soient créatifs par l'intermédiaire du code informatique et pour apprendre la logique du code informatique. Et ça, je trouve ça très bien. On parle souvent de la fracture numérique, on parle souvent de la digitalisation d'un tas de choses, hein, les impôts, d'un tas de choses maintenant. C'est la période, c'est pour ça. En France, on y pense souvent parce que c'est souvent la période. Et donc, il y a 100 000 personnes qui ont participé à des événements partout en Europe l'année dernière. Il y a donc plusieurs liens que je vous ai mis dans les commentaires qui vous emmènent vers des MOOC, donc des cours en ligne pour vous apprendre un petit peu les structures, comment on réfléchit un code. Et j'ai mis un autre lien, un lien qui moi personnellement m'a vraiment intéressé parce que c'est un rendez-vous numérique dimanche à 16h30 je crois de mémoire, où en fait par l'intermédiaire de code comme Scratch ou autres codes pour les enfants,
une sorte de petite vidéo tuto où on va apprendre à faire. Alors là, dans ce cas-là, c'est un sandwich au Nutella ou une pyramide de gobelets en code. À l'aide d'outils type Scratch ou autre. Moi, je trouve ça hyper ludique, hyper intéressant. Moi, j'ai des enfants dans ces âges-là, et moi, je pense que je vais pas tarder à les mettre à ce genre de choses. Donc, bon, c'est vrai que là, on peut pas trop sortir, donc les événements en public, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été annulées, mais il y a quand même pas mal de choses en ligne. L'initiative, moi, je trouve, est très louable, aussi bien pour les jeunes que pour les seniors. Donc, renseignez-vous, foncez. Et en ces temps où on n'a pas le droit de sortir le soir, il y a plein de choses à faire en ligne, intéressantes, bien faites. C'est l'occasion de... C'est un très bon argument. Moi, je trouve que c'est un très bon argument, mais c'est vrai. Il faut profiter, justement, essayer en tout cas de saisir l'opportunité de faire d'autres choses. Et ça, c'en est une parmi d'autres, très, très clairement. C'est marrant parce qu'on parlait déjà la semaine dernière avec l'un de nos Sébastien, justement du côté éducatif, de ce qu'il existait comme outil éducatif pour les enfants. Et il nous disait, je vous renvoie à cet épisode, l'épisode précédent, Sébastien nous disait qu'il fallait pas nécessairement des choses très très ludiques pour les enfants, que en fait ils pouvaient très bien s'approprier des outils qui sont normalement faits pour des adultes dès le moment où ils sont rentrés dans la logique. Voilà, il faut pas les prendre pour plus bêtes qu'ils sont. Ils ont pas besoin nécessairement d'avoir des petits robots à déplacer, des choses comme ça. Des fois les outils classiques suffisent, en tout cas quand ils sont bien conçus, peuvent suffire également. Je vous renvoie à l'épisode de la semaine précédente, parce que même si on traite d'actualité, comme chaque semaine, il y a aussi des fois dans nos épisodes des choses tout à fait intemporelles et des opinions qui sont émises par nos chroniqueurs et qui peuvent valoir plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, plusieurs siècles, que sais-je. Est-ce qu'on a tout dit sur cet événement, Aurélien? Oui. Moi, de mon côté, oui. Oui. Décidément, on est très... eux comme école. C'est l'école 42 qui arrive en Suisse, Thierry. Eh oui, je suis pas peu fier de vous parler de ça parce qu'effectivement, alors c'est pas un scoop parce que ça a déjà été un petit peu annoncé dans les médias, mais oui, j'ai eu l'occasion avec ma collègue Victoria Marchand à bord des Comin Mag Live, d'échanger avec ce qui sera le directeur de cette école. Et voilà, moi je trouve assez intéressant de savoir que l'école 42, un modèle qui avait vu le jour comme ça en France, c'est dupliqué un petit peu partout, et a priori cette recette va être appliquée en Suisse. Je vous dis a priori parce qu'en fait il reste encore quelques millions à réunir. Ça a l'air de bien se passer, ça a l'air d'être bien emmanché puisque les premiers deniers ont été déjà réunis. Et puis en fait la surprise, moi, c'est à l'occasion de cet entretien que on a pu en débattre. La surprise, c'est de savoir que ce modèle d'école d'enseignement intéresse aussi les jeunes Suisses, parce que pour rappel, pour faire très très court, très condensé, très résumé, l'école 42, c'est une école gratuite. Et puis, on vient de parler de code, on vient de parler enseignement de l'informatique et ce genre de choses. Eh bien, l'école 42, c'est l'étape d'après la semaine du code. Une semaine bien longue d'après KNGL qui dit du 10 au 25, longue semaine. Voilà, ça c'était la petite parenthèse pour jouer la carte de l'interactivité. Merci. Un tout petit peu. C'est celle qui regarde sur Twitch. Voilà. Un tout petit donc peu. Du coup, l'école 42, ça m'a étonné parce qu'effectivement c'est gratuit, il y a du matériel. On se souvient tous de ces images où on voit tous ces iMac alignés les uns derrière les autres, ces jeunes étudiants qui alors, ils sont pas tous jeunes, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que l'examen de passage est ouvert vraiment à tous. Et puis, moi, j'ai en tête ces images qui m'avaient vraiment marqué et que j'avais revues aussi en Belgique dans une autre école, dans un autre contexte, où les kids, les jeunes, les ados dormaient sur place ou sous les bureaux pour rester proches justement de tout ce qu'il y avait comme outils à disposition. Pas que ces ordinateurs, bien évidemment, il y a l'auto-apprentissage, il y a l'échange, il y a l'émulation. Oui, et je me réjouis
vraiment, je me réjouis de voir ça en Suisse. C'est une méthode pédagogique très particulière. Hein. Il faut chacun avance à son rythme et sans présence d'enseignants, en tout cas sans présence directe. Alors moi j'ai entendu de tout hein, sur l'école 42. Il faut bien et les équivalences entre guillemets parce que ça a fait des émules évidemment. J'ai entendu de tout. Et ce serait intéressant une fois d'avoir peut-être un patron d'entreprise ou un directeur RH pour nous parler. Est-ce qu'ils sont prêts à engager des gens qui sortent de ce type d'école et dans quelle fonction et puis peut-être aussi d'anciens élèves qui peut-être ont trouvé ou non du boulot suite à ce cursus. Ce serait intéressant quand même d'avoir des sons de cloche parce que c'est vrai qu'au-delà de l'image un petit peu particulière et voilà du truc où on se dit ça doit être fun, on apprend à coder, c'est super à son rythme en plus, donc si on a envie d'accélérer, on accélère. Bon voilà, il faut remettre peut-être un petit peu les choses dans son contexte à un moment donné et revenir sur terre. Et donc si vous de votre côté vous avez une expérience, alors c'est pas pour bâcher ou quoi que ce soit, hein, c'est juste pour vraiment expliquer comment vous l'avez vécu éventuellement. Pour comparer, n'hésitez pas à nous le faire savoir, on s'en fera comme je le disais là tantôt l'écho hein, une fois de plus dans un épisode et peut-être pourquoi pas participer à un épisode comme on a fait participer ici les deux petits camarades de Thierry au sujet du CES. Je sais pas si Aurélien t'avais un truc là-dessus ou j'avais pas vu cette news. Ça a rien à voir où c'est l'école de Xavier Niel. C'est celle-là, on est d'accord. Oui, c'est ça. Alors c'est pas tout à fait son école, c'est un des mécènes. C'est vrai que très souvent on a apparenté l'école 42 à Xavier Niel, mais c'est un des mécènes qui a mis pas mal pour pousser ça sur la France, sur Paris. Et puis pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Marc. Il semblerait, mais ça c'est des bruits de couloir, que certaines grosses boîtes ici en Suisse soient déjà très intéressées à voir qui sortirait de la version suisse. En tout cas, il y a un fort intérêt. On parle d'opérateurs, on parle de gros comptes, on parle de sociétés qui ont pignon sur rue ici en Suisse, qui sont très friands, très excités, très curieux de voir qu'est-ce que ça va donner. En tout cas, il y a déjà quelques-uns qui ont mis la main à la poche pour financer ce démarrage pour 2021. J'étais pas peu fier d'échanger avec ma collègue Victoria Marchand sur l'avènement de cette école. Vous pouvez retrouver d'ailleurs, allez, je fais un peu de pub, mais c'est surtout parce qu'il y a un setup pour ce live, hein, comme une mag live. Truc de malade. Ça a été fait par un grand professionnel du live streaming et de la mise en forme d'images. Voilà, je fais un petit clin d'œil à mon ami Marc parce qu'effectivement, voilà, on peut retrouver cet épisode aussi en replay. Voilà, donc n'hésitez pas, on met le lien évidemment comme toujours, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur cette interview-là, mais les autres aussi sont intéressantes, hein, mais dans d'autres domaines évidemment. La lettre F, comme Firefox, ça se passe pas très bien, il faut bien le dire, du côté de chez Mozilla, Aurélien. Oui. Grosse campagne de licenciement chez Firefox. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon parce qu'en fait, tous ceux qui étaient les développeurs, les ingénieurs qui développaient le module, le moteur expérimental, pardon, le moteur, ouais, le mot me revenait pas. Cerveau de Firefox, ont été soit licenciés, soit remis dans d'autres équipes. Et en fait, ce qui se trame, c'est que le noyau Chrome, donc qui est utilisé maintenant dans la majorité, l'écrasante majorité des OS, enfin des browsers, j'y arrive pas ce soir. Des browsers, l'immense majorité des browsers, Chromium devient hégémonique, quoi, et donc du coup, Google a de plus en plus accès à toutes nos données. Et ça, moi qui étais quand même un grand fervent de Firefox, ça me gêne. Et ça c'est la première info. Et la deuxième info, corollaire, c'est que Firefox vient de rentrer dans un consortium, le Global Privacy Control, avec un navigateur qu'on connaît bien, qui s'appelle Brave, et qui donc dans ce consortium vise à bloquer toutes les données que vous fournissez à votre moteur de recherche
bloquer nativement toutes ces données-là et vous demander pour chaque site que vous visitez, est-ce que oui ou non vous voulez donner vos données, vos datas de navigation et autres à votre navigateur et à ces gens-là. Donc d'un côté hégémonie de Chromium, de l'autre côté des consortiums qui se montent pour oui, mais ouais. Je te coupe Aurélien, mais Brave fonctionne avec Chromium. Le navigateur Brave, que j'utilise moi personnellement, utilise Chromium. Alors il ne faut pas confondre, je pense que le moteur Chromium n'envoie pas d'informations à Google, c'est un moteur graphique qui permet d'afficher des pages HTML. Il appartient certes à Google, en tout cas il est développé par Google pour Chrome, entre autres, mais il n'y a pas en tout cas c'est ce qu'on dit, hein, de lien de cause à effet entre le core business de Google et Chromium. Donc on peut imaginer que Mozilla se penche sur cette question-là. Ça ne peut être que bénéfice pour les gens qui utilisent Brave. Moi je pense en tout cas sur Firefox, mais sur Brave aussi s'ils rentrent dans le consortium et que ça peut avoir un intérêt également de ce côté-là. Donc voilà, je pense que ils ont eu la main lourde par contre au niveau licenciement etc. Vous me direz c'est dans l'air du temps. Il se passe plein de choses partout et pas forcément des choses les plus agréables. Malgré tout, c'est quand même ça pose question. Franchement, j'ai pas la réponse. Ce qui est encore plus gênant, évidemment. Là aussi, j'ai envie de vous inviter à réagir si vous nous regardez. N'hésitez pas à nous échanger avec nous et nous donner votre opinion sur ce genre de mutation, on va dire, de manière plus large, hein, pas uniquement sur le cas de Mozilla, mais ce genre de mutation, ce genre de virage, ça peut aussi être intéressant d'en parler éventuellement. On peut passer à la lettre suivante déjà, ou tout d'un coup j'ai l'impression qu'on accélère. C'est le mot que je cherchais. On est à la lettre I. I comme IoT, c'est l'Internet des objets si vous préférez, où on retrouve Linux partout. Aurélien, c'est pas nouveau. De quoi vas-tu nous parler ? Non, c'est pas nouveau. Mais alors vous savez, c'est un sujet qui me passionne bien, l'IoT. Surtout, on en retrouve on en retrouve partout, et surtout quand il y a des problématiques de consommation, parce que on crée des dispositifs qui fonctionnent sur des piles, sur des batteries, sur des choses où on a besoin de consommer très très peu. Et donc il y a toujours eu une sorte de dilemme entre je veux créer quelque chose qui consomme peu et je mets un système d'exploitation dessus. Parce que forcément, un système d'exploitation, on n'est pas au niveau microcontrôleur, on développe du code qui est très haut niveau, et donc pour faire tourner du code très haut niveau, généralement, il faut plus de ressources que quand on développe sur microcontrôleur et qu'on optimise son code pour que ça soit le plus facilement digérable par un microcontrôleur et pour optimiser ses ressources et ses consommations. Et donc je te coupe 2 secondes, ça veut dire que utiliser un système d'exploitation dans la majorité des cas, dans beaucoup de cas d'appareils connectés, ce serait un peu overkill d'avoir cet outil qui finalement ne sert que pour faire tourner une application, quoi. Exactement. Voilà. Exactement. Aujourd'hui, si on veut faire quelque chose qui ne consomme pas d'énergie, on développe sur microcontrôleur. Dans des par exemple, on peut faire des interfaces graphiques directement sur microcontrôleur. Donc, je sais pas, vous prenez n'importe quel petit écran qui peut être tactile, ça n'empêche pas. Vous pouvez aujourd'hui avoir juste un microcontrôleur derrière, sans aucun OS au sens Windows, Linux, tout ce que vous voulez. Parce que voilà. Et donc on a toujours eu ce tiraillement en se disant j'ai pas beaucoup d'énergie, donc je n'utilise pas un OS compliqué, ou en tous les cas haut niveau. Et de plus en plus, ces deux mondes-là sont en train de se fusionner, puisqu'on trouve par exemple, on trouve maintenant des microcontrôleurs qui ont 2 cœurs, un cœur temps réel, très basse consommation, et puis un cœur un peu plus costaud et sur lequel on peut installer du Linux par exemple. Et c'est toute la news. Fedora, donc qui est une distri de Linux, a une branche qui s'appelle Fedora IoT et qui est maintenant supportée sur Raspberry Pi.
Donc, vous pouvez embarquer tout un tas de fonctionnalités de Fedora IoT sur un Raspberry Pi, notamment tout ce qui est sécurité. Aujourd'hui, IoT rime aussi avec problématique de sécurité. Comment faire en sorte que les entrées-sorties, par exemple, de mon dispositif ne soient pas hackées par quelqu'un qui prendrait le contrôle via le réseau sur mon système. Donc voilà, donc c'est une nouvelle distri de Linux qui est disponible sur Raspberry Pi, qui est prise en charge par Raspberry Pi. Moi, je trouve ça très intéressant. Ça ouvre plein de portes. Ça permet d'utiliser des protocoles très standards, donc d'attaquer et de remonter des infos dans des bases de données avec des protocoles standards. Ça facilite beaucoup de choses et c'est typé IoT, donc ça prend en compte des problématiques de consommation, ce qui est intéressant. Ça veut dire aussi qu'on va pouvoir faire du prototypage très proche en fait de la version finale, quelque part aussi. De plus en plus, oui. De plus en plus, on se rapproche. Donc ça, c'est mmh. plutôt pas mal aussi. Donc gain de temps et sans doute aussi et d'argent. Et d'argent. Donc du coup, voilà, c'est toute la chaîne qui se consolide et ça, c'est plutôt pas mal. Bah, merci pour cette news en tout cas. Et on n'a pas tout à fait fini. Parce que Thierry voulait en rajouter une petite louche sur Raspberry. C'est l'occasion. Parce que voilà, t'as trouvé une info sympa aussi chez quelqu'un qui est une de nos sources, au-delà du fait que c'est quelqu'un en plus de ça de très inspiré. C'est sur le site de Corben. Oui, c'est notre ami Corben que je salue si par hasard il regarde les technos. On peut d'ailleurs aussi de plus en plus le suivre sur TikTok, et au détour justement d'un de ses TikTok, il m'a fait envie sur un de ses posts. Il est très prolixe, hein. Il produit beaucoup de contenu. J'ai beaucoup d'admiration pour lui. Je sais pas comment il fait, puis en plus il a une vie de famille. Ben il m'a donné des idées. Voilà, j'en ai sorti un. Hein. J'ai plusieurs Raspberry Pi parce que je suis fan de ce type d'ordinateur. Et puis, j'étais à me dire, j'ai quand même des anciens modèles, parce que tout le monde parle du 4, qui est un peu plus gourmand en énergie, qui est un peu plus puissant, qui est un peu plus mieux, enfin bref, qui est le nouveau Raspberry Pi, qui existe en plusieurs versions. Mais les anciens, on peut encore faire tourner des choses, en l'occurrence ici, sur celui-ci, je vais y revenir, il est équipé d'un écran tactile, et je vais vous expliquer pourquoi je vous parle de ce modèle. Ce que je voulais partager avec vous, c'est cet article où justement il a recensé 130 idées pour son Raspberry Pi. Donc il y a pas mal d'entre elles que j'ai réalisées, que j'avais mis en œuvre. Donc 130 idées de recycler son Raspberry. Pas tous les modèles, hein, j'entends, parce qu'effectivement il y a des choses. Moi, il y en a un des projets qui m'intéresse beaucoup, c'est le MediaVault, qui est en fait un serveur de fichiers multimédia. On peut faire tourner aussi du Plex, hein, si jamais, mais là il faut commencer à compter sur des machines qui bougent un peu. Un des projets, moi, qui m'a toujours fait rêver, mais que j'ai jamais réalisé par contre, c'est le Smart Mirror. Cet écran que vous allez cacher derrière une vitre sans teint, et vous allez le raccorder à un Raspberry Pi pour, par exemple, afficher des infos comme la météo, ce genre de choses. Il y a ceux qui ont poussé le vice à installer des API Google pour faire de l'assistant à travers la voix, et un petit haut-parleur que vous pouvez fixer dessus. Et puis il y a aussi les petits Raspberry qu'on embarque avec soi pour sniffer, scanner, contrôler des réseaux. Après, vous en faites ce que vous voulez, hein, comme usage, mais il y a pléthore de projets. Je vous invite à aller parcourir ces 130 possibilités d'utiliser votre Raspberry Pi, parce que moi, j'étais parti à la recherche de recycler celui-ci qui est équipé d'un écran tactile, et sur lequel, ça va faire sourire notre ami Marc, j'avais très envie de trouver une application tactile toute simple pour faire un timer pour mes émissions. Voilà. Par exemple. Alors Marc, il a plus besoin de Raspberry puisqu'il nous délivre un timer que vous voyez pas, mais que nous, on a la chance, Aurélien et moi, de voir tourner. Mais je me suis dit, ça pourrait être pas mal d'avoir ici la possibilité de faire un petit setup vite fait, surtout si, par exemple, je l'emporte avec moi dans Yoko, et pouvoir très vite, en quelques clics, mettre une horloge, un timer et ce genre de choses. Donc, j'appelle à la communauté pour que vous puissiez
me donner des tuyaux par rapport à ça, parce que j'ai pas encore trouvé l'application de rêve. Je voulais d'ailleurs remercier les internautes qui sont actuellement en train de nous suivre sur Twitch, parce qu'il y a de l'interactivité, ça me fait bien plaisir. Occasion pour remercier Snoozim qui nous donne une alternative pour les browsers, puisqu'il nous fait mention du browser de Cloudflare, je suis sûr que je prononce pas juste, qui parle du browser isolation de Cloudflare, qui est encore un autre projet justement de browser. Donc voilà. Et puis Kniggle, je suis pas sûr que ça se prononce comme ça, qui nous dit le S de IoT veut dire sécurité. Voilà, pour compléter le sujet d'Aurélien. Merci à vous, parce que ça fait bien plaisir d'être des punks ce soir, de faire cet enregistrement et en même temps de le faire en live. Et puis si vous avez des idées pour mon Raspberry Pi pour me dire, voilà, the application sur laquelle tu peux compter, parce que tu n'auras plus qu'à cliquer pour charger un timer, le régler et tout ça, je suis preneur. À condition qu'elle ne soit pas déjà dans la liste des 130 idées de Corben, évidemment. J'ai pas trouvé malheureusement. Mais la liste est très intéressante, ça vaut la peine. C'est une des plus longues listes que j'ai jamais vues sur les 130 usages différents. Il y en a un peu partout et dans différents domaines, des fois classés par thématique. C'est pas un article récent. On n'a pas prétendu que Corben l'avait pondu hier. Cet article, il date du mois de septembre, donc c'est quand même assez récent. Donc on se doute que s'il en parle, c'est que les applications en question sont validées et encore suivies, parce que c'est pas toujours le cas non plus. Donc voilà, c'est une source parmi d'autres, mais celle-là, nous on vous la conseille, et on salue Corben au passage. C'est toujours un plaisir de le lire et de l'écouter également, puisque lui aussi maintenant fait des lives sur Twitch. C'est la mode maintenant. Hein. Oui. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Nous aussi on devient branchés. On fait pas de gameplay, mais on est branchés. Regardez, mes petits camarades comme ils sont souriants, ça fait plaisir à voir. Donc on peut passer à la suite. Allez, un sujet qui va nous faire prendre un tout petit peu de hauteur, mais avant d'en parler, si vous êtes arrivé à la 46e minute et 27 secondes, pour vous dire comme c'est précis cet épisode, évidemment, je vais vous demander simplement de nous laisser en commentaire, je ne sais pas moi, par exemple, un mot, je vais demander à un petit camarade, quel mot vous voulez que les gens, pour témoigner du fait qu'ils sont arrivés à la 46e et 43e. Le timer de Thierry. Le timer de Thierry, voilà. Vous nous mettez en message le timer de Thierry. Et si en plus vous avez une source pour le mettre sur un Raspberry Pi ou Pi, c'est comme vous voulez le dire, n'hésitez pas à le faire. Donc le timer de Thierry à la 47e minute. Voilà, ça c'est ce que vous mettez en commentaire, pour que ce soit un commentaire intelligent. N'hésitez pas à rajouter en plus une source d'information. SpaceX, pour ceux qui veulent, c'est évidemment l'opérateur spatial d'Elon Musk, mais qui se lance maintenant apparemment dans la livraison, j'allais dire à domicile, mais c'est pas tout à fait le cas, Aurélien. Oui, je te dirais pas ça. Ouais, c'est ça. Non, mais donc ils avaient lancé des satellites. C'était une news il y a quelques mois, on l'avait relevé, il me semble, je sais plus qui, de détection de missiles. Je sais pas si vous vous souvenez. Donc en fait, il y a une commande entre SpaceX et l'armée américaine pour que les satellites arrivent à détecter. Et là, je crois qu'ils ont passé un petit cap dans les usages militaires de leurs satellites, puisque on connaissait UPS et FedEx qui étaient des livreurs assez rapides. Là maintenant, Elon Musk se lance dans la livraison, comment dirais-je, express. Very express, puisqu'en fait il dépannerait l'armée américaine pour aller livrer n'importe quoi. Alors n'importe quoi, on pourra en discuter, en débattre, oui. Mais en 1 heure partout dans le monde. D'accord. Donc c'est très simple, hein. Bon, oui. Il suffit de monter et de redescendre quand la Terre est au bon endroit. Et donc, ils ont une charge utile de 77 tonnes, ce qui est quand même pas mal. Ah ouais. Et l'idée, c'est quand même d'aller livrer, par exemple, en Afghanistan, des fournitures militaires. Je vais appeler ça comme ça pour pas en dire trop. Là où aujourd'hui, du chocolat, c'est ça. Oui. Et donc ça fait quand même une vitesse de 12 000 km/h. Hein.
C'est pas mal. Oui, mais en plus quelque part s'il y arrive, enfin je sais pas si c'est fait ou pas. Non. C'est pas encore fait. De la prospection, c'est de la prospection, mais c'est déjà une idée qu'il avait évoquée, hein, de mettre tout le monde sur la planète à 1 heure de la personne la plus éloignée par le biais de cette navigation. Enfin, on sort de l'atmosphère et du coup, on va beaucoup plus vite et on peut arriver à destination en théorie évidemment beaucoup plus rapidement. Faut pas oublier de freiner à un moment donné, hein, quand même. Surtout si on est chargé avec du matériel un petit peu fragile ou un peu dangereux. Voilà. Je sais pas, mais. Mais bon, si, on sait, il faut freiner, je te le dis. Oui. C'est conseillé, quoi, je veux dire. Même s'ils livrent des canettes de boissons gazeuses, il faut quand même freiner à un moment donné. Mais je pense que c'est pas ça qu'ils veulent livrer. Non, c'est un indice. Justement. Il va falloir faire un petit peu attention. Donc, mais ça fout quand même un petit peu la trouille. Ça veut dire que ces gens partent à la guerre sans nécessairement réfléchir à ce qu'il faut emporter, quoi. On va y aller. De toute façon, si on oublie un truc, il y a Elon qui va nous l'envoyer derrière, ça va arriver en 1 heure, ce sera réglé. Mais je crois qu'il y a une application pour ça en plus. Oui, c'est possible. Oui. Donc voilà, c'est quand même très, très particulier. Et je ne sais pas si vous avez cette impression aussi, mais quand on lit ce genre d'informations, est-ce qu'on n'aurait pas un petit peu l'impression d'être déjà dans la science-fiction ? Enfin, est-ce que les choses qu'on a vues à un moment donné au cinéma et qui nous ont séduits parce qu'on est des geeks et qu'on aime ça, et que de plus en plus, là on nous parle de scénarios de films de science-fiction, hein, pour nous les plus âgés entre guillemets, mais qui en fait sont des scénarios réalistes qu'on le propose réellement à l'armée américaine ou à d'autres, etc. Est-ce que vous n'avez pas de plus en plus cette impression-là chez vous aussi, qu'on nous fait vivre un film de science-fiction de l'intérieur? Et est-ce que finalement c'était pas mieux de le laisser au cinéma? C'était mieux de le laisser au cinéma. Mais je me suis fait la réflexion en lisant l'article. Vu le climat politique Chine-États-Unis en ce moment, qui est pas au beau fixe, on va dire ça comme ça, on rentrerait dans une sorte de guerre froide où on va dire, moi, US, j'ai Elon derrière moi qui peut... moi, ça me fait froid dans le dos, tout ça. Oui. Je veux pas être pessimiste, hein, mais... oui, c'est ça. Il y a, de toute façon, maintenant, hein, tu sais, être plus pessimiste que ça pour l'instant, c'est quand même un petit peu difficile, quoi. Voilà. Mais voilà, la question reste posée. Effectivement, ça peut faire froid dans le dos. On peut trouver ça génial, mais on peut aussi poser la question de savoir est-ce que c'est vraiment utile aussi. Voilà, est-ce qu'on ferait pas mieux d'utiliser ces ressources pour trouver d'autres choses plus utiles à la planète? Je dis ça, je dis rien. Hein. Oui, moi aussi. Voilà, c'est ça, quoi. Je sais pas ce qu'en pense Thierry pour conclure sur ce sujet. Ouais, j'étais en train de penser qu'est-ce que je pourrais mettre dans un conteneur de 70 tonnes. Qu'est-ce que je pourrais me faire le chocolat, maintenant. Okay, mais j'aurais dit des produits Apple, mais vu que tu parles même plus des news d'Apple, mais comme il l'est, mais comme il l'est. Non, on parle pas. Non. Hein, ça sert à plus rien. Non. On va attendre le docteur. Oui, c'est ça. Et puis les tonnes d'informations sont déjà sur la toile, donc on n'a pas besoin d'en rajouter ne serait-ce qu'un gramme, ça ne sert à rien à ce stade-là. Voilà. Et tout ça aussi pour river le clou à ceux qui pensent que nous sommes affodés à la pomme. Non, c'est pas le cas, en tout cas pas cette fois-ci. On n'a rien à dire sur le sujet, donc on n'en parle pas. Je fais juste une toute petite parenthèse à quelqu'un qui nous suit sur Twitch, alors que c'était un petit peu improvisé, etc., et qui nous demandait comment on allait faire en termes d'interaction le jour où on aurait beaucoup plus de gens qui nous suivraient sur Twitch. Je tiens juste à signaler que là, on est en train de faire des tests grandeur nature, hein, pour voir comment la bande passante tient, comment l'outil fonctionne, etc., etc. L'idée, à terme, c'est de faire des épisodes vraiment axés sur vous, en gros, où vous pourriez, je dis bien pourriez, intervenir en direct, pourquoi pas, via le chat, par exemple, ou d'autres moyens. J'aurai l'occasion, je pense, d'en parler dans le prochain Off. C'est le petit podcast qui vient avec les technos. Je vais sans doute l'évoquer dans un prochain épisode, parce qu'on va faire appel à vous, vous faire contribuer aussi.
vous et entre vous, parce que l'idée du podcast en lui-même et de la chaîne YouTube, pour nous, c'est de la communauté, c'est de l'interaction, c'est du commentaire, c'est de l'opinion, etc. Et donc, voilà, on teste un peu l'outil, et l'idée ici, c'est vraiment de continuer à faire nos épisodes comme on a l'habitude de les faire, hein, c'est-à-dire avec une ligne de conduite, un sommaire, qui est notre abécédaire, et puis à côté, peut-être dans un avenir proche, on ne sait pas encore très bien quand, vous proposer des hors-séries où vous pourriez interagir. Et là, effectivement, on prendra toutes les dispositions pour pouvoir répondre à un maximum d'intervenants dans ce cadre-là. Mais on y va, on va dire à notre aise et petit pas par petit pas. Voilà, j'ai bien dit ça, je pense, c'est bon. On peut passer à la suite, hein, du coup. Tiens, on va parler podcast. On parle jamais podcast dans ce podcast, qui est une chaîne YouTube. ou un podcast. On va parler podcast, Thierry, parce que tu veux nous parler du Paris Podcast Festival. Que veux-tu nous dire ? Merci Thierry. Je pourrais faire très court en disant c'était une bonne idée, mais on va pas le faire. Non, alors je vais reprendre depuis la base. Effectivement, je vous ai mis comme accroche quand on fête le podcast. Paris Podcast Festival, je crois que c'est la 3e édition qu'ils mettent en route avec une variante cette année, cette édition, puisqu'effectivement, eh bien, crise sanitaire oblige, on peut pas faire le présentiel comme on l'avait souhaité. Il y a quand même des workshops, il y a des masterclass, il y a toutes sortes de choses qui sont prévues normalement au programme. Ça commence, sauf erreur, aujourd'hui. Et puis, en marge de tout ça, on vous propose aussi de vivre l'expérience à distance, sachant que c'est du podcast. Le live stream, c'est un autre métier. Marc, là, tu viens d'en parler, effectivement. Voilà, on va devoir appréhender ça là où on est en train d'enregistrer un épisode de podcast, même si vous pouvez le regarder aussi sur YouTube. Faire du live streaming, c'est encore autre chose. Moi, je vous donne envie d'aller parcourir le site pour voir qui sont les intervenants, quels sont les programmes qui sont proposés, que ce soit en présentiel, s'ils continuent à exister, que ce soit en ligne. Mais c'est là où, justement, je mets un bémol, c'est que j'ai été incapable de suivre ce truc en ligne et j'ai été super déçu puisqu'effectivement, on vous envoie sur un lien qui vous envoie sur une page Facebook, sur un groupe, mais en fin de compte, il faut s'inscrire, puis c'est pas en ligne, puis c'est pas tout de suite live, puis on vous promet qu'il y aura bientôt tout ça sur YouTube. Voilà, je suis toujours très critique quand j'arrive ce genre d'expérience utilisateur parce que je suis le premier frustré justement à pas pouvoir tout de suite consommer. Quand vous allez regarder cet épisode 275, voilà, je fais encore l'erreur moi aussi, de Techno, vous allez cliquer sur Play sur YouTube et ça fonctionne et youpla boum parce que vous aurez trouvé le lien depuis les différents réseaux sociaux ou bien depuis le blog. Et là, c'est dommage parce que cet événement à la Gaîté Lyrique à Paris est très fourni. J'ai pas eu le temps d'aller voir qui sont les acteurs. Je suis d'ailleurs étonné que les technos soient pas impliqués dans ce festival parce qu'on, voilà, on est quand même une référence. Bravo Marc. Mais surtout, je trouve très bien que en Europe, on soutienne, on parle du podcast, puisque il y a quelques mois en arrière, on avait pu évoquer les chiffres des revenus générés par le podcast, principalement sur le territoire américain. Là, je parle du continent, je parle pas forcément du pays. Donc du coup, pas plus tard que cette semaine, j'ai eu l'occasion de discuter avec des professionnels de la radio qui vendent des espaces publicitaires, de la production dédiée à ce médium. Et hors caméra, j'ai été un petit peu déçu de leur réponse sur le non-intérêt autour du podcast à le monétiser. La réponse, moi, qui me convient pas, et Marc, peut-être, tu auras aussi un avis là-dessus parce que tu es directement concerné parce que tu as les deux casquettes, c'est... on m'a gentiment dit, Thierry, mais tu sais, le podcast, c'est super difficile à monétiser parce que techniquement, c'est compliqué, si et ça, on sait pas trop. Puis moi, dans le même laps de temps, j'ai même pas essayé de les convaincre, j'avais envie de leur dire, oui, mais regardez les chiffres, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, que ce soit sur le territoire américain en général, eh bien, il y en a qui s'en sortent très bien parce que, effectivement, il y a des gens qui ont su créer justement une interaction avec des marques, avec des annonceurs, avec des publicitaires. Et en Europe, on dirait que ça va jamais décoller, sauf peut-être pour le brand content, c'est-à-dire
ce contenu que vous pourriez créer en podcast audio et ou vidéo, mais spécifiquement à une marque. Donc je ne sais pas si dans le programme justement de Paris Podcast, si effectivement on va aborder ces thèmes, je vais essayer de me réimmerger dans ce site pour essayer de voir des choses à distance et puis voir s'il y a peut-être un jour un avenir à monétiser tout ça. Je sais pas ce que tu en penses, Marc. Il y a plusieurs choses dans ce que tu as dit, Thierry. Le sujet est vaste, hein, et c'est pour ça qu'on évite en général de parler podcast dans les technos. Je garde ça en général pour le off, essentiellement. J'en parlerai d'ailleurs dans le prochain off du Podcast Day, de l'International Podcast Day. Je dirai tout le mal que j'en pense. Non, le bien, enfin je ne sais plus. Donc voilà, le Paris Podcast, de nouveau, enfin, j'ai pas regardé je vais regarder le sommaire pour voir si ça s'étoffe un petit peu, mais j'ai trouvé déjà l'année passée l'impression qu'on s'adressait à un certain type de podcast et qu'on essaye de donner au mot podcast, d'associer au podcast l'idée d'un genre de contenu. Le podcast, je ne vais pas rappeler ici l'histoire du podcast, mais le podcast n'est pas un genre, c'est un moyen de diffusion. C'est comme dire la radio est un genre. Non, la radio ou la télévision n'est pas un genre, le livre n'est pas un genre. Dans le livre, il y a plein de choses. Le podcast, c'est pareil. Si dans le livre, il y a du documentaire, il y a du roman, il y a du narratif, il y a du technologique, etc., dans le podcast, c'est tout pareil. Or, j'ai l'impression, surtout en France, qu'on a un peu tendance à genrer, un terme à la mode, mais mal utilisé sans doute, le podcast en disant voilà, le podcast c'est quelque chose de narratif. C'est comme je l'ai entendu une fois, une podcasteuse très en vue qui disait oui, dans le podcast il faut chuchoter parce que les gens portent des oreillettes et que on leur parle à l'oreille, machin, etc. Et qu'on en fait une règle absolue, comme s'il fallait absolument chuchoter dans l'oreille des gens. Je ne dis pas que pour certains contenus et dans la narration de certaines histoires ça ne soit pas une bonne idée. Je trouve que c'est une très très bonne idée, mais c'est pas, voilà, je veux dire, ce qu'on fait ici, c'est diffuser sous forme de chaîne YouTube, mais aussi de podcast. C'est du podcast, voilà. Et malgré tout, le genre que nous pratiquons, et nous ne sommes pas les seuls, même si on a nos spécificités, mais par les technologies comme on le fait, il y en a d'autres qui le font en France et au Québec par ailleurs, nous n'aurons pas notre place manifestement dans ce type de festival. C'est comme ça. En marge du Paris Podcast Festival, quelques opportunistes, j'ai pas peur du mot, en Belgique ou à Bruxelles ont eu l'idée de faire le Brussels Podcast Festival. Et comme on n'a pas de podcasteurs en Belgique, ils ont été chercher tous les podcasteurs en vue des studios connus, hein, Nouvelle Écoute, Binge, etc. Ils ont été les chercher en France parce qu'ils n'ont même pas pris la peine de chercher en Belgique, à part quelques créateurs de contenu subventionnés. Ils n'ont pas été chercher beaucoup plus loin. Donc voilà, ça c'est mon opinion par rapport et je veux pas donner l'impression non plus de démolir le truc. Je répète, on va aller lire le sommaire, on va aller voir ce qui s'y passe, etc. Parce que au-delà de ça, il y a des contenus qui nous intéressent aussi. Hein. C'est pas, on n'est pas obnubilé par ce que nous on fait. Donc on peut aussi écouter d'autres choses. S'agissant de la monétisation du podcast, c'est vrai que c'est compliqué. Quand je dis que c'est un moyen, le podcast, c'est un moyen en termes de monétisation et même en termes techniques, c'est une grosse daube. Je n'ai pas peur du terme. Ça a toujours été un moyen compliqué, le podcast. C'est pour ça que ça a mis du temps à rentrer dans les usages. C'est essentiellement grâce aux applications et aux plateformes, hein, que c'est rentré dans les usages. Avant ça, il fallait aller chercher ce fucking flux RSS, installer une application, renseigner le flux dans l'application, télécharger. Voilà, c'est des trucs des prémices, on va dire, quasiment du web, hein, en tout cas du web 2.0, et qui allait très bien à des gens comme nous. Mais Madame Michou au coin de la rue, qui a aussi le droit d'écouter des contenus, elle y entend que dalle au flux RSS et à quoi ça sert, machin, etc. Donc l'application et la mobilité du podcast, ça a bien amélioré les choses. Et aujourd'hui, comme je l'avais déjà dit d'ailleurs dans un off précédent, on est à l'ère des plateformes de diffusion de contenu audio qu'on nomme podcast, mais qui n'en sont plus vraiment, puisqu'il n'y a plus ce flux et cette liberté de diffusion, mais qui, par contre, ont, comme c'est le cas sur YouTube, cette faculté de pouvoir, eux, monétiser, parce qu'ils maîtrisent la plateforme, ils maîtrisent la diffusion, et donc tous les algorithmes qui vont avec, etc., etc. Donc le podcast en tant que tel que nous le pratiquons, et comme beaucoup le font encore avec le flux, le machin, etc., je pense pas qu'effectivement ce soit
tout à fait monétisable, en tout cas pas sur les principes de base de la monétisation en Europe. Chez nous, en Europe, la radio, par exemple, on est beaucoup sur le spot publicitaire, tu vois, qu'on met en pré-roll, en mid-roll à la fin, etc. Aux États-Unis, on n'hésite pas, dans la voix de l'animateur, d'insérer de l'annonce verbale, ce qu'on fait jamais chez nous, très très peu. Et donc, voilà, là, il y a des nuances aussi à placer, à observer. Voilà. Je sais pas si j'étais clair. Oui, je souris parce qu'il y a KNGL, que je prononcerai pas autrement que ça, qui dit heureusement que Marc ne voulait pas en parler, puisqu'effectivement. Oui. Mais c'est ce qu'on provoque. Voilà. Il nous donne raison, effectivement, que les technos existent sur YouTube et maintenant sur Twitch, puisqu'effectivement, il a découvert les technos sous sa forme de podcast. Et maintenant, voilà, confinement oblige, télétravail, il nous suit sur YouTube et ce soir sur Twitch. Donc, merci à toi pour ce retour. Moi, je voulais juste, pour compléter ce que tu dis, Marc, ça me fait chaque fois marrer, ça me fait sourire, ça me fait un peu mal à la longue quand quelqu'un me dit « Ouais, mais techniquement, c'est compliqué, c'est ci, c'est ça ». On le sait, on peut faire du placement, on peut faire du sponsoring, on peut faire de la référence, on peut faire du natif, il y a plein de moyens. Mais encore une fois, je pense que c'est une histoire de jugeote, d'appréhension. On est obligé de se retrouver dans des festivals. Et Dieu sait que je le critique pas, cette démarche, mais tu as raison, c'est un type de podcast, et puis peut-être ça va activer des choses. Alors si ça sert la cause, tant mieux. Mais bon, moi, voilà, je suis un peu aussi fatigué. Je voulais pas en parler. Voilà, c'est pour ça que j'évite d'en parler dans les technos, parce qu'effectivement, quand on fait des podcasts, mais je pense que c'est le cas de tous les podcasteurs, hein, dès le moment où tu touches un peu à ça, t'as envie d'en parler, etc. Moi, ce qui me dérange un petit peu dans la démarche, c'est qu'on finit par en faire un jugement de valeur. C'est-à-dire que si on rentre dans les standards de ces nouveaux podcasts narratifs, bien soignés, bien léchés, etc., avec un son soigné, et des fois un peu surfait aussi, il faut bien le dire, hein, si on rentre pas dans ces standards-là, il y a comme une espèce de jugement de valeur. Oh, mais vous faites pas vraiment du podcast, en fait, vous parlez entre vous, machin, etc. Voilà, il faut laisser les gens choisir, et les auditeurs, c'est les auditeurs qui choisissent, hein, c'est comme en radio, après nous on donne, on offre, voilà, et puis vous décidez si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, si c'est trop long, si c'est trop court, voilà, c'est comme ça, on va pas, on connaît les règles du jeu et on les respecte, et puis voilà, et puis vous jugerez chez vous. On peut passer à la suite peut-être, parce que sinon j'aurais plus rien à dire dans mon off. Attention, c'est le oui mais non. Pourquoi est-ce que j'ai mis le oui mais non là ? Parce que j'ai fait une erreur dans la conduite. Parce qu'il y a encore un sujet après. Mais je sais pas pourquoi il y a eu une permutation à un moment donné que j'ai oublié de faire. Mais c'est pas grave. On est déjà oui mais non, mais il y aura encore un sujet après. C'est l'info qui pique les yeux. Aurélien, de quoi s'agit-il ? Oh bah ça va être rapide, c'est une histoire d'oignon. D'accord, merci. Non, mais donc c'est une petite... Je remercie Sébastien qui a remonté l'information qui m'a fait hurler de rire. C'est l'histoire d'un petit Canadien. Alors j'ai pas mes notes, mais c'est l'histoire d'un petit Canadien qui voulait mettre des graines d'oignon sur son site internet, sur sa page Facebook, pardon. Et donc il y a une jolie photo d'un panier avec des oignons. Ils sont beaux, ils sont ronds, ils sont luisants, ils sont. Je me rappelle plus de tous les adjectifs de l'article. Brillant. Et pardon. Brillant. Ils sont brillants. Dodus. Et les algorithmes de Facebook ont dit, bah non, ces oignons, c'est tendancieux. Ça rappelle certaines choses. Donc, on bannit les oignons. D'accord. Donc, oui, c'est l'histoire d'un algorithme qui choisit qui trouve que dans un panier d'oignons, il y a du contenu tendancieux, sexuel, je sais plus quel est le terme exact. Outrageusement sexy et sensuel. Voilà. Ça, c'est des gens qui n'ont jamais épluché un oignon. Hein. Oui, parce que... C'est peut-être ça l'explication. Ouais, c'est ça, ouais. Ça, des modérateurs qui sont les oignons. C'est incroyable. Enfin, non, mais bon, qui s'occupe de ces oignons. Je pouvais pas ce modérateur. On est d'accord. Ne relève pas.
Alors, évidemment, dans l'article de Slate.fr, il parle d'automatisation. Hein. On se doute que quelque part, peut-être l'algorithme a reconnu un truc, voilà, ou a confondu, on va dire. Ouais. Voilà. De loin, hein. De très loin, mais voilà, c'est l'algorithme, vous savez, a toutes les excuses. Hein. C'est comme un stagiaire. Oui, que la raison ne connaît pas. Voilà, il a ses raisons. Ou alors quelqu'un qui a éduqué l'algorithme. Vous savez, quand l'algorithme, enfin l'intelligence artificielle, on apprend la chose à l'intelligence artificielle, et peut-être que quelqu'un, juste pour déconner, à un moment donné, a montré des oignons. Ça, tu peux pas. Ça. Oh tiens, des oignons. et puis voilà. Et puis maintenant, il se marre dans son coin en se disant, tiens, il y a des oignons qui se sont fait bloquer. Voilà. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle a des idées mal tordues ou mal placées, ou est-ce que c'est nous? J'en sais rien, je sais plus. Non, mais c'est vrai. L'intelligence artificielle ne cuisine pas, c'est ça l'explication. Mais oui, mais tapé pour un oui mais non. Eh bien, c'est du lourd. Bravo. Non, le lourd c'était la semaine dernière. Je suis désolé. Non. On en parle encore dans les cours d'école. Je voulais dire aux auditeurs que on a, en tant que chroniqueur, on a une vie de plus en plus compliquée parce que la barre du oui mais non est de plus en plus haute. Et comme je le savais la semaine dernière que j'allais chroniquer cette semaine, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais trouver? Et on a une pression énorme. Marc nous met une pression pour qu'on trouve les sujets de plus en plus croustillants. C'est Sébastien. Je suis désolé, mais ce sont les autres chroniqueurs. Moi, je ne fais rien. Moi, je ne fais que passer les plats et emballer l'ensemble le mieux possible. Voilà. Donc, le sujet qu'il était prévu de mettre avant ce sujet-ci, on va le faire maintenant. C'est comme ça. Quelqu'un nous fait remarquer par mail, c'est Philippe qui nous a envoyé un long mail pour nous remercier de ce qu'on faisait, c'est très gentil, merci Philippe, et qui trouvait finalement l'instant van life quand ça arrive dans un épisode de Techno, c'est assez bienvenu et que ça lui plaisait assez bien. C'est vrai qu'on n'en fait pas 10 000 tonnes non plus, on essaye de parler de la van life sous l'angle un peu technologique ou voilà, dans les limites d'eux, etc. Et c'est souvent à l'occasion du passage de Thierry dans un épisode qu'on en parle également, puisqu'avec Thierry, on aime bien ça. Et on aime bien en parler, on aime bien suivre ça. Voilà, on sait que les temps sont difficiles pour tout le monde actuellement, dans tous les domaines, et on s'en doutait un petit peu parce on suit un petit peu ça, la van life, les gens qui vivent comme ça, qui ont décidé d'être des nomades, des fois des digital nomades. C'est pas évident pour l'instant pour eux non plus, Thierry. Oui, alors je sais pas s'il s'agit du même Philippe, mais c'est de lui dont je voulais parler aujourd'hui dans cette... C'est un autre Philippe. Voilà. Donc, du coup, van life, oui, quand ça devient franchement compliqué, puisque on en parlait hors antenne avec Aurélien, ça y est, la France a décidé de serrer la vis et du coup à mettre en place cette nouvelle contrainte qui est le couvre-feu. Et puis, j'ai pas pu m'empêcher de suivre une partie du live de Philippe de Voyage, qui amenait justement ce thème, et il a eu l'occasion d'inviter pas mal de baroudeurs. Il y a une histoire très touchante d'un monsieur qui a perdu son van, pas à cause du Covid ou quoi que ce soit. Lui, il a juste profité d'échanger avec la communauté ses déboires par rapport à un revendeur de ce type de véhicule. Mais en marge de cet exemple, il y avait pas mal de gens qui venaient comme ça échanger avec Philippe, bon gré mal gré, parce qu'effectivement faire des vidéos et faire du live, ce sont deux métiers différents. Philippe, si tu me vois, je t'aime, mais voilà. Bon, ça c'est une petite parenthèse que je referme très vite. Mais ça partait d'un bon sentiment de se dire, tiens, hier soir en l'occurrence, parlons des difficultés à voyager, à vivre dans son fourgon, à faire quelque chose malgré la situation. Le petit trait technologique, moi, que je peux faire ici dans les technos, c'est que, là, pour le coup, je félicite Philippe, puisque ces lives sont tous faits à bord de son véhicule, et pour la petite histoire, ça fait maintenant 1 année et 2 jours, je crois, que qu'il est parti vivre exclusivement à bord de son véhicule, puisqu'il a vendu son appartement de banlieue parisienne pour se lancer à fond dans cette nouvelle vie. Il vient de fêter sa première année
de véritables bourlingueurs. Et je dis pas volontairement van lifer, parce que van lifer, ça peut être aussi quelqu'un qui s'intéresse à ce mode de vie, qui le fait de temps en temps. Il n'y a pas de concours de celui qui fait plus, moins, quoi que ce soit. Enfin, quoi qu'il en soit, j'avais très envie de faire un petit clin d'œil à nos amis français, et puis peut-être aussi d'autres pays, parce que je vois qu'en Angleterre, c'est pas aussi simple non plus que ça. Et ça va être vraiment très compliqué pour deux choses. Les nouvelles mesures mises en place, justement comme le couvre-feu, mais aussi l'hiver qui approche, puisque certains van lifers comme Voyage, comme Philippe de Voyage, sont peut-être plus enclins à partir un peu au sud pour pas avoir trop froid, pour un petit peu migrer comme les oiseaux. Et puis il y a ceux qui de temps en temps prennent leur fourgon pour quelques jours, le temps d'un week-end ou un plus long séjour. J'en fais partie, puis qui l'utilisent comme outil de travail. Voilà, ça va fermer un petit peu le territoire de jeu, puisque moi, pour ma part, pour parler franchement, avec Yoko, on devait partir en France, et on ne sait pas trop si on va pouvoir garder ce projet à l'idée, en tête. Donc voilà, c'était juste une pensée émue pour tous ceux et celles qui s'intéressent, comme Marc, comme moi, à ce mode de vie, à ce mode de transport, à ce mode de travail aussi, puisque oui, bien sûr. très souvent, voilà, moi en tout cas avec Yoko, quand on prend la route, c'est souvent aussi d'abord pour aller travailler. Voilà. Pour avoir une petite accroche technologique quand même, saluant, tu l'as dit très clairement, je vais pas dire la prouesse technologique, mais l'usage que fait Philippe de Voyage dans son van, il s'est trouvé les solutions. C'est un homme de médias aussi en même temps, il vient de la télévision, oui, donc il y a cette démarche aussi de voilà, même si c'est pas un homme du web, c'est quelqu'un qui cherche des solutions et qui y arrive, qui arrive à faire de l'interaction tout en étant dans un fourgon aménagé en 4G, arrive à faire des interactions en vidéo avec plusieurs intervenants par le biais de Zoom, me semble-t-il. Oui. Voilà, plus l'interaction. Alors de nouveau, tu disais, c'est pas évident de faire de la vidéo et du live, ce sont deux choses différentes. Et en même temps, il charge la mule parce qu'il a aussi les interactions avec les chats. Alors il y a des modérateurs, mais voilà, il y a beaucoup de choses à regarder en même temps et à gérer en même temps, et beaucoup de discours à modérer, etc. Donc voilà, c'est pas super évident à faire d'un point de vue pratique, mais là par contre, quand je parlais de science-fiction et d'évolution des choses, quelle chance on a d'être dans cette situation aujourd'hui avec ces outils-là. Oui, c'est parce que je vois pas, sincèrement, sans tout ça, qu'est-ce qu'on serait malheureux. Enfin, on aurait infiniment moins de possibilités et d'interaction. Et moi, je suis toujours un petit peu triste quand je vois des gens qui critiquent, enfin pas qui critiquent, mais qui ne voient pas l'intérêt de la visioconférence, de ce genre de vidéos, etc., etc. Moi, je trouve que même si les réseaux sociaux ont tendance à écarter les gens, à les repousser un petit peu chacun dans ses retranchements, ce genre d'initiatives-là, telles qu'elles sont faites, j'ai l'impression que ça rapproche les gens, moi. C'est l'impression que ça me donne, en tout cas, et j'espère que ceux qui participent, et je pense que c'est le cas, se rendent compte qu'effectivement, ça les rapproche un petit peu plus, et au lieu de les écarter, de les séparer, de les repousser chacun dans leur coin, je le répète, comme souvent le provoquent des réseaux comme Facebook, Twitter et autres. Donc ici, voilà, bon usage, on va dire, de la technologie d'aujourd'hui, et pourvu que ça dure, et pourvu qu'il y ait encore des initiatives de ce genre-là, et qu'on pousse encore le bouchon un petit peu plus loin. Et voilà, et ça c'est chouette, vraiment. Alors il y a toujours, je pense, et c'est normal, la majorité des gens resteront inactifs et spectateurs de cela, mais en même temps, s'il y a des spectateurs, ça veut dire qu'il y a un spectacle. Et donc ceux qui ont envie de faire le spectacle, le show, ils le font, et ils le font plutôt pas mal, et moi j'aime bien ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et bravo à Philippe. Je sais pas s'il nous regardera un jour, ou si cette vidéo lui parviendra. Si vous le connaissez, ou si vous allez sur sa chaîne YouTube, ou si vous communiquez avec lui, n'hésitez pas à lui dire qu'on a parlé de lui, et en bien. Évidemment, on cherche pas à se faire de la publicité sur son dos, loin de là. Chacun son message. Lui, il fait de la van life, nous on fait du podcast technologique. C'est deux mondes un petit peu séparés, même si de temps en temps on trouve le petit
petit trait d'union entre les deux, comme c'est le cas souvent avec toi, Thierry. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Du coup, le W, le oui mais non, on l'a fait, donc ce qui est fait n'est plus à faire. Donc je pense qu'on est arrivé au bout de cet épisode un petit peu épique, 275e épisode. Je vous ai franchement que j'étais pas sûr qu'on arriverait au bout, parce que on a improvisé beaucoup de choses dans cet épisode et ça s'est mis en place très très rapidement, et malgré tout ça semble avoir fonctionné. Dites-nous si vous nous avez suivis en direct sur Twitch, dites-nous comment vous avez trouvé ça, si vous avez trouvé ça agréable, s'il y a des choses à modifier, si techniquement vous trouvez qu'il y a quelque chose qui vous heurte, n'hésitez pas à le dire. Si vous nous suivez en podcast audio aussi, si vous nous suivez sur YouTube aussi, les commentaires sont faits pour ça, vous êtes toujours les bienvenus évidemment. Merci beaucoup Aurélien, je sais pas si vous avez un truc à rajouter, un reconfinement prochain ou un... Non. On va essayer. Oui, c'est ça. Ouais. Du côté de la Suisse, comment ça se passe pour l'instant? Ça va? C'est chaud, quoi. Ça va. On est en train de parler des chiffres qui augmentent, mais en fait, on est en train de faire plus de tests. Moi, je reste confiant, et puis on peut sortir avec son van, et puis voilà, ça va bien se passer. Et donc, puis, oui. Je tenais à remercier Marc qui a pris le risque ce soir de faire ce podcast également en live. Et du coup, ça m'amène à remercier les internautes qui ont posté des petits messages sympas. On se moque de ma coupe de cheveux. J'adore. Continuez. Et puis, ça fait plaisir d'avoir un retour comme ça réel. Et puis, je finirai par Twitch Bobby qui dit les oignons, c'était un peu trop sexy pour moi. Je suis totalement d'accord avec toi. On a osé. Merci en tout cas à tous ceux et celles qui nous écrivent. Là, c'est bien sympa. J'aime bien, moi, ce genre de truc. Ça me plaît. Je vais revenir plus souvent. Du coup, voilà. J'ai expliqué le pourquoi du comment dans cet épisode. N'hésitez pas à revenir en arrière si vous avez loupé un truc ou autre. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Super. Merci beaucoup. N'hésitez pas, du coup, à poster en commentaire Van Life pour nous dire que vous êtes arrivé jusqu'ici. Oui. Et vous nous dites aussi ce que vous en avez pensé et comment vous voyez les choses. Ça nous fera plaisir également. Donc, en commentaire, Van Life, comme ça on sait que vous êtes arrivé à la 61e minute, quelque chose comme ça, ou plus, je sais plus, parce que j'ai l'heure, j'ai trop de trucs en face des yeux, donc c'est un peu compliqué. Donc 1h20 déjà. C'est long, il est long cet épisode. Bon allez, merci à tous, à vous aussi qui nous aviez regardé en direct, à très bientôt, salut.